Avez-vous déjà vu un homme tout perdre en l'espace de 10 minutes, au moment même où il pensait avoir remporté la victoire absolue? Laurent Vasseur pensait avoir réussi l'arnaque parfaite. Il avait tout prévu, divorcer, laisser sa femme Camille sans le sou et s'enfuir avec l'empire financier de son défunt beau-père, au bras de sa jeune maîtresse. L'encre des papiers du divorce était à peine sèche. Il se croyait intouchable. Mais il avait oublié un détail crucial. Un père protecteur veille toujours sur sa fille, même depuis l'au-delà. Ce que le juge a révélé ce jour-là dans la salle d'audience va complètement vous laisser sans voix. Installez-vous confortablement, car voici une histoire magistrale de trahison, de justice implacable et de la revanche la plus élégante que vous n'ayez jamais vue. Et si vous aimez les histoires où la roue tourne, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo avant que l'histoire ne commence. Il pensait avoir commis le crève-aimé parfait. Laurent ne voulait pas seulement un divorce. Il voulait laisser sa femme, Camille, sans le sou, pendant qu'il s'enfuyait avec l'empire de son père et sa jeune maîtresse. L'encre était à peine sèche sur les documents de l'accord. Il lui a d'ailleurs adressé un sourire narquois de l'autre côté de l'allée, un regard de victoire pure et absolue. Mais il a oublié une chose. Les défunts ont une façon bien à eux de garder des secrets. Et quand le juge Jacques Beaumont a sorti de sa robe une enveloppe scellée et couverte de poussière, le sourire de Laurent ne s'est pas seulement effacé, il s'est brisé. Et vous n'allez pas croire ce qui était écrit dans le testament caché. Le silence dans la salle d'audience 4B du majestueux et actuellement glacial palais de justice de Lyon était assez lourd pour écraser un homme. Mais Laurent Vasseur ne sentait pas ce poids. Il se sentait léger. Il se sentait comme un dieu. Il était assis dans son costume sur mesure de la rue de la Paix, le tissu anthracite coûtant plus cher que la voiture de la plupart des gens, et tapotait son stylo à plumes contre la table en acajou. Tap, tap, tap. C'était un rythme d'impatience, mais aussi de triomphe. À sa gauche était assise son équipe d'avocats, dirigée par Maître Stéphane Lemaître, un homme connu dans les cercles juridiques sous le nom du Renard. À sa droite, de l'autre côté de l'allée, était assise sa future ex-femme, Camille Roussel. Elle avait l'air toute petite. Donc c'était le seul mot que Laurent pouvait trouver pour la décrire. Elle était enveloppée dans un simple gilet en laine tricoté main de couleur beige qui avait connu des jours meilleurs, ses cheveux tirés en arrière dans un chignon négligé, ses yeux rougis et fixés sur ses mains. Elle avait l'air vaincue. Parfait. Monsieur Vasseur, gronda le juge Jacques Beaumont. Le juge était un homme de la vieille garde, avec d'épais sourcils gris qui ressemblaient à deux chenilles luttant pour la domination sur son front. Il regarda par-dessus ses lunettes. Vous comprenez qu'en signant ces documents, la dissolution de votre mariage avec Madame Roussel est définitive. La division des biens telle que stipulée dans le contrat de mariage et les modifications ultérieures que vous avez soumises seront exécutées immédiatement. « Ah, ça, je comprends parfaitement, votre honneur, » dit Laurent, sa voix douce comme du whisky sur de la glace. Il jeta un coup d'œil à l'assistance, dans la dernière rangée, essayant de passer inaperçu derrière une paire de lunettes de soleil oversize, se trouvait Emma, la magnifique Emma de 24 ans. Elle croisa son regard et fit un minuscule signe de tête, presque imperceptible. Ils avaient déjà choisi la villa dans le Luberon. Ils avaient déjà transféré les fonds vers les comptes offshore au Luxembourg, des comptes dont Camille ignorait même l'existence. Laurent se tourna vers Camille. « Signe juste Camille », murmura-t-il, assez fort pour qu'elle entende, mais assez bas pour échapper au micro du greffier. « Mettons fin à cette misère. » La main de Camille tremblait alors qu'elle attrapait le stylo. Son avocat, hier qu'un commis d'office nommé Maître Philippe Mercier, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, se pencha vers elle. « Madame Vasseur, en êtes-vous sûre? Une fois que vous aurez signé ceci, vous renoncez à tous vos droits sur le groupe Logistics Roussel. Vous repartez avec la maison en pierre à Pérouge et la pension alimentaire. C'est tout. » Je sais, Doclotunas, murmura Camille, la voix brisée. Je veux juste qu'il sorte de ma vie, maître Mercier. Je veux juste que ce soit terminé. Laurent réprima une envie de rire. Le groupe Logistics Roussel, il valait près de 400 millions d'euros et elle l'échangeait contre une maison de campagne délabrée en banlieue et 5 000 euros par mois. C'était le casse du siècle. Camille signa. Le grattement du stylo résonna comme un cri dans la pièce silencieuse. Laurent prit les papiers ensuite. Il n'hésita pas. Il signa son nom avec panache. Laurent à Vasseur. En rebouchant son stylo, il regarda directement Camille. Et puis il l'a fait. Il a eu ce sourire narquois. Ce n'était pas un sourire, c'était une moue de domination absolue. Cela voulait dire « j'ai gagné, tu as perdu, j'ai pris tout ce que ton père a construit, et tu es trop stupide pour t'en rendre compte. » « C'est fait, » annonça Laurent en faisant glisser les documents vers l'huissier. « Est-ce tout, votre honneur ?»
j'ai un vol à prendre. Le juge Beaumont ne répondit pas immédiatement. Il prit les documents des mains de l'huissier. Il ajusta ses lunettes, il regarda la signature, puis il regarda Laurent. Les papiers du divorce sont en ordre, dit lentement le juge Beaumont. Laurent commença à se lever. Cependant, la voix du juge baissa d'une octave et résonnant dans la pièce. Avant que je ne valide ce décret absolu, il y a une question de procédure concernant la succession de feu Henri Roussel. Laurent se figea à moitié levé de sa chaise. Henri, mon défunt beau-père, cette succession a été réglée il y a 5 ans, votre honneur. J'en suis l'exécuteur testamentaire. C'est clos. Asseyez-vous, monsieur Vasseur, aboya le juge. Laurent s'assit, agacé. Votre honneur, c'est hautement irrégulier. Qu'est-ce que... J'ai dit asseyez-vous. Le juge frappa de son maillet. Le son résonna comme une détonation. Le juge chercha sous son pupitre. Il n'en sortit pas un tampon. Il en sortit une épaisse enveloppe jaunie scellée à la cire rouge. La pièce devint d'un silence de mort. Même la climatisation semblait avoir cessé de bourdonner. Hier après-midi, dit le juge Beaumont, les yeux fixés sur Laurent. Mon cabinet a reçu un coursier du cabinet Dupont et associé. Il semble que feu Henri Roussel ait laissé un codicille à son testament. Un codicille avec une clause de déclenchement très spécifique. Laurent sentit une goutte de sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Un codicille. Il n'y avait pas de codicille. Il avait tout déchiqueté. Il avait brûlé les dossiers. L'enveloppe, continua le juge Beaumont en la tenant comme une arme, indique à n'ouvrir qu'au cas où ma fille, Camille Roussel, et son mari, Laurent Vasseur, dissoudraient leur mariage par voie de justice. Camille leva les yeux, écarquillée. Elle avait l'air aussi confuse que Laurent se sentait. Je m'objecte. Maître le maître se leva d'un bond, ses instincts prenant le dessus. C'est une embuscade. Nous n'avons pas vu ce document. Nous ne pouvons pas vérifier son authenticité. Il a été notarié par un juge de la Cour suprême. Maître le maître, dit sèchement Beaumont. Je pense qu'il est authentique. Le juge brisa le seau de cire. Le bruit du papier déchiré fut plus fort que ne l'avait été la signature. Laurent agrippa les accoudoirs de sa chaise. Ça n'a pas d'importance, se dit-il. Je contrôle le conseil d'administration. Je possède les actions. J'ai les droits de vote. Peu importe ce que le vieil homme a écrit, ce ne sont que des mots. Mais à mesure que le juge Beaumont dépliait le document, Laurent vit l'expression du juge changer. L'air sévère et ennuyé disparut. Les yeux de Beaumont s'écarquillèrent. Il regarda Laurent, puis Camille, et ensuite, étrangement, il sourit. « Eh bien, dit le juge Beaumont en se penchant vers le microphone. Il semble, monsieur Vasseur, que vous ayez peut-être signé ces papiers de divorce quelques instants trop tôt. Pour comprendre la panique qui griffait actuellement la gorge de Laurent Vasseur, il faut comprendre l'homme qui l'avait détruit pour en arriver là. Henri Roussel. Henri était un titan de l'industrie. Il avait bâti le groupe Logistics Roussel, passant d'un simple camion à un empire mondial de l'expédition. C'était un homme dur, un homme juste, mais un homme qui valorisait la loyauté par-dessus tout. Et il avait aimé sa fille unique, Camille, plus que la vie elle-même. Il y a 10 ans, Laurent n'était rien de plus qu'un analyste junior dans le département financier du groupe Logistics Roussel. Il était affamé, vif et moralement flexible. Et il voyait Camille non pas comme une femme, mais comme une clé. Elle était timide, artistique et totalement désintéressée par le monde impitoyable de la logistique d'entreprise. Elle était douce, et Laurent savait exactement comment modeler les choses douces. Il la courtisait avec la précision d'une campagne militaire, des fleurs envoyées à son atelier d'art, des voyages surprises à Paris. Il a joué le rôle du partenaire protecteur et adorateur à la perfection. Henri Roussel était sceptique. Le vieil homme avait des yeux d'aigle et il regardait souvent Laurent avec un mélange de suspicion et de respect réticent pour son éthique de travail. « Vous l'aimez ?» avait demandé Henri à Laurent la veille du mariage, tenant un verre de cognac XO qui coûtait plus cher que le salaire annuel de Laurent. « De tout mon cœur, monsieur. » Laurent avait menti sans ciller. « Bien, » avait grogné Henri, « parce que si jamais vous lui faites du mal, Laurent, si jamais vous la trahissez, je m'assurerai que vous le regrettiez depuis l'au-delà. » Laurent en avait ri, considérant cela comme les divagations dramatiques d'un père protecteur. Quand Henri mourut d'une crise cardiaque soudaine 5 ans après leur mariage, Laurent ne porta pas le deuil. Il célébra, il s'est immédiatement interposé pour aider Camille à porter le fardeau de l'entreprise. « Tu es une artiste, Camille, » lui avait-il dit en lui caressant les cheveux pendant qu'elle pleurait. « Tu ne devrais pas te soucier des réunions du conseil et des marges bénéficiaires. Laisse-moi m'en occuper, signe la procuration, je protégerai ton héritage. » Et elle lui avait fait confiance. Elle a signé.
Au cours des 5 années suivantes, Laurent a systématiquement démantelé le contrôle de Camille. Il a nommé ses copains au conseil d'administration. Il a dilué ses parts par le biais de schémas de restructuration complexes qu'elle ne comprenait pas et ne remettait pas en question. Il a détourné les bénéfices vers des sociétés écrans. Il l'a aussi manipulée psychologiquement. Si elle posait des questions sur l'argent, il soupirait et lui disait que l'entreprise était en difficulté. Nous avons du mal à garder la tête hors de l'eau, Camille. Je travaille 18 heures par jour juste pour nous éviter la faillite, disait-il tout en cachant les reçus de sa nouvelle Maserati. Il la faisait se sentir petite. Il la faisait se sentir stupide. Il l'a isolée de ses amis, lui disant qu'il ne l'utilisait que pour son nom. Au moment où il a demandé le divorce, invoquant des différends irréconciliables, Camille n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle l'a cru quand il a dit qu'il ne restait plus d'argent. Elle l'a cru quand il a dit que l'entreprise ne valait plus rien. C'est pourquoi elle a accepté la maison en pierre et la pitance de la pension alimentaire. Elle voulait juste échapper à l'homme qui la faisait se sentir comme un échec. Mais Laurent avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé Henri Roussel. Henri savait que Laurent était ambitieux. Il savait que Laurent était un requin. Et les requins, par nature, finissent par jamais par mordre. Henri n'avait pas juste laissé un testament. Il avait tendu un piège qui était resté dans l'ombre pendant 5 ans, attendant le moment exact où Laurent se croirait en sécurité. De retour dans la salle d'audience, le juge Beaumont ajusta ses lunettes, tenant le papier jauni à la lumière. « Monsieur Vasseur, dit le juge, sa voix d'un calme terrifiant. Vous êtes conscient, n'est-ce pas, que la fusion initiale du groupe Logistics Roussel dans la société holding, celle que vous avez exécutée il y a 3 ans pour consolider votre contrôle, était subordonnée au statut fondateur de la fiducie Roussel d'origine ?» Ouah, rétorqua Laurent, la sueur désormais visible sur son front. Du jargon juridique standard, ça ne veut rien dire. Au contraire, dit le juge, il semble qu'Henri Roussel ait ajouté une clause de pilule empoisonnée à la fiducie, spécifiquement concernant le transfert des actions à droit de vote de classe A. L'avocat de Laurent, maître Lemaître, pâlit. Votre honneur, vous ne suggérez sûrement pas. Je ne suggère rien, maître Lemaître. Je lis. Le juge s'éclaircit la voix et commença à lire à haute voix. L'œuvre de ma vie, le groupe Logistics Roussel, est destiné à subvenir aux besoins de ma fille, Camille. Cependant, je reconnais que les prédateurs se déguisent souvent en partenaires. Par conséquent, qu'il soit su que la totalité de la succession Roussel, y compris tous les droits de vote, les propriétés et les avoirs offshore, le juge fit une pause pour les faits, Laurent cessa de respirer. Resteront la propriété de Camille Roussel. Cependant, le contrôle de ses actifs n'est accordé à son conjoint que tant que le mariage reste intact et fidèle. Le juge Beaumont regarda Laurent par-dessus le papier. Intact et fidèle, monsieur Vasseur. Balbutia Laurent. Voilà, nous sommes divorcés. Le mariage n'est pas intact. C'est pour cela que les biens sont divisés. Laissez-moi terminer. Beaumont le fit taire. Dans le cas d'un divorce initié par le conjoint, ou dans le cas où il est avéré que le conjoint a commis un adultère avant la finalisation du dit divorce, la clause de gestion est immédiatement annulée. Et naturellement, le juge tourna la page. De plus, si le mariage devait être dissous dans ces circonstances, une fiducie secondaire est activée. Cette fiducie, connue sous le nom de protocole Henri, récupère rétroactivement tous les actifs transférés hors de la succession principale pendant le mariage. Tout dirigeant de la société reconnu coupable d'avoir facilité le transfert de fonds vers des comptes personnels, tout en violant ses vœux matrimoniaux, fera l'objet d'un audit médico-légal immédiat et d'un signalement pénal pour détournement de fonds. La pièce se mit à tourner. Laurent eut l'impression qu'il allait se sentir mal. Rétroactivement, récupère, cela signifiait tout. La villa dans le Luberon, les comptes au Luxembourg, l'appartement de la presqu'île de Lyon. C'est absurde, hurla Laurent en bondissant sur ses pieds. Vous ne pouvez pas prouver l'adultère, il n'y a aucune preuve, c'est juste le fantasme d'un vieil homme amer. Du fond de la salle, un talon aiguille claqua sur le sol. Emma se leva, elle retira ses lunettes de soleil, mais elle ne regardait plus Laurent avec amour, elle le regardait avec calcul. Ouais, en fait, une nouvelle voix s'éleva. Tout le monde se tourna. C'était Camille. Elle ne regardait plus ses mains. Elle était debout. Elle ne tremblait pas. Elle resserra son gilet beige autour d'elle, mais son menton était haut. « Je pense, dit Camille, sa voix prenant de l'assurance, que nous avons peut-être des preuves. » Elle fouilla dans son vieux cabas abîmé et en sortit une petite clé USB noire. « Avant que nous ne finalisions la signature, dit Camille au juge, je voudrais soumettre ceci comme preuve. Mon père m'a dit de la garder en sécurité. Il m'a dit, si Laurent essaie un jour de te quitter, vérifie la caméra de surveillance dans la suite de la direction.
Et chez encore motion, le visage de Laurent passa de pâle à gris. La suite de la direction, le bureau qu'il avait insonorisé, le bureau où lui et Emma avaient dépassé d'innombrables heures à se moquer de Camille, tout en buvant le cognac millésimé d'Henri. Le juge Beaumont tendit la main. « Huissier, veuillez m'apporter cette clé. » Laurent regarda la clé, puis le juge, puis les papiers de divorce signés. Le sourire narquois avait disparu. À sa place se trouvait la réalisation creuse et terrifiante que le piège ne s'était pas seulement refermé. Il venait de l'achever. L'huissier du tribunal, un homme robuste nommé Martin, qui avait l'air d'avoir tout vu et de n'être impressionné par rien, prit la clé USB des mains du juge Beaumont. « Non !» Laurent s'élança en avant, son sang-froid volant en éclats. « C'est irrecevable. Cette clé a été obtenue illégalement. C'est une violation de la vie privée. Monsieur Vasseur, Yano, la voix du juge Beaumont était comme du gravier qu'on broie. Vous venez de déclarer sous serment que la suite de la direction du groupe Logistics Roussel était votre principal lieu de travail. Il n'y a aucune attente de confidentialité concernant une conduite illégale dans un bureau d'entreprise, d'autant plus lorsque le bâtiment est la propriété de la fiducie même que vous tentez de frauder. Il fit un signe de tête à l'huissier. Branchez-la, Martin. Droutillant. Les grands écrans fixés sur les murs de la salle d'audience 4B s'allumèrent. Le son grésilla, puis siffla. L'image qui apparut était d'une clarté cristalline. C'était l'intérieur du bureau de Laurent, celui qui avait appartenu à Henri Roussel. Le bureau en acajou était couvert de plans et de registres. À l'écran, Laurent était assis sur le bord du bureau, tenant un verre de liquide ambré. Debout entre ses genoux, riant et jouant avec sa cravate, se trouvait Emma. Un halètement collectif parcourut l'assistance. Dans la dernière rangée, la vraie Emma remonta le col de son manteau, essayant de disparaître, mais tout le monde regardait alternativement l'écran et elle. Sur la vidéo, l'horodatage datait d'il y a 3 mois, bien avant que Laurent n'ait demandé le divorce et pendant une période où il prétendait travailler tard pour sauver l'entreprise. « Je te le dis, Emma, c'est trop facile. » À l'écran, dit Laurent, en prenant une gorgée de cognac. « Elle a signé les ordres de transfert ce matin. Elle ne les a même pas lus. Elle m'a juste regardé avec ses grands yeux tristes de vache et m'a demandé si je mangeais assez. » À l'écran est Marie, un son cruel et aigu. « Mon Dieu, Yanel est pathétique. Elle ne se demande pas où va l'argent. Camille ne se demande rien de ce que je ne lui dis pas de se demander. » Laurent eut un sourire méprisant. « J'ai déplacé les 4 derniers millions vers la société Écran au Luxembourg hier. Nous étiquetons cela comme des frais de consulting pour un fournisseur à Genève. D'ici à ce que je lui remette les papiers le mois prochain, les comptes Roussel afficheront une perte nette. Je lui donnerai la maison, une minuscule allocation et je repartirai avec l'Empire. » Dans la salle d'audience, le visage de Laurent avait la couleur de la cendre froide. Il ne regardait pas l'écran. Il regardait Camille. Elle regardait la vidéo, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Mais ce n'était plus des larmes de tristesse, c'était des larmes de validation. Pendant des années, il l'avait fait se sentir folle. Il l'avait fait se sentir comme si ses soupçons n'étaient que les délires paranoïaques d'une femme au foyer solitaire. Maintenant, le monde entier voyait la vérité. La vidéo continua. « Et les avocats du vieil homme ?» demanda Emma à l'écran. « Ne vont-ils pas auditer ?» Laurent rit en rejetant la tête en arrière. « Ils sont inoffensifs. J'ai viré les compétents et engagé des bénis oui-oui. Henri est mort, bébé, et je suis le roi maintenant. Une fois le divorce finalisé, nous nous envolons pour le Luberon et Camille pourra pourrir dans cette maison en pierre pleine de courants d'air. » Laurent se pencha et embrassa Emma passionnément à l'écran. « Éteignez ça !» ordonna le juge Beaumont. Sa voix était calme, mais elle portait un poids terrifiant. L'écran devint noir. Le silence qui suivit fut violent. Le juge Beaumont enleva lentement ses lunettes. Il les nettoya avec un petit chiffon, prenant son temps, laissant Laurent transpirer. « Monsieur Vasseur, dit finalement le juge, en 30 ans, sur le banc, j'ai vu de la cupidité. J'ai vu de la trahison, mais j'ai rarement vu une stupidité aussi arrogante se documenter aussi clairement. C'est hors contexte, croassa Laurent. C'était une défense pathétique, et il le savait. Hors contexte ? Le juge haussa un sourcil. Vous avez avoué un détournement de fonds. Vous avez avoué une fraude. Vous avez avoué avoir trompé votre conjoint pour obtenir un accord inéquitable. Et plus pertinent, concernant le document que je tiens à la main, il tapota le testament d'Henri, vous avez avoué l'adultère. Le juge Beaumont regarda le greffier. Que le procès-verbal indique que la condition de fidélité stipulée dans la fiducie Henri Roussel a été violée. La clause de gestion est par la présente révoquée avec effet immédiat. Attendez, maître, l'avocat de Laurent tenta de sauver le navire en train de couler. Votre honneur,
Même si le contrat de mariage est annulé, nous avons toujours droit à un partage équitable des biens matrimoniaux acquis pendant Maître le maître. Asseyez-vous avant que je ne vous accuse d'outrage pour gaspillage de mon oxygène, trancha Beaumont. Il n'y a pas de biens matrimoniaux, il n'y a que des biens volés. Le juge tourna son regard vers le fond de la pièce. Et vous, mademoiselle Emma Fontaine? Emma se figea. Elle ressemblait à un cerf pris dans les phares. Je vous suggère de ne pas quitter la juridiction. Beaumont déclara. Étant donné que vous étiez clairement co-conspiratrice dans le stratagème de détournement de fonds discuté sur cette cassette, j'émets un mandat d'amener pour votre détention en attendant une enquête du procureur. Emma hurla. Je n'ai rien signé. C'était lui. C'était tout Laurent. Elle pointa un doigt parfaitement manucuré vers l'homme qu'elle embrassait à l'écran quelques instants auparavant. Il m'a dit que c'était légal. Il m'a dit que c'était son argent. Je suis une victime ici. Laurent se retourna brusquement, les yeux exorbités. Emma, tais-toi. Non, toi tais-toi, cria-t-elle, abandonnant ses lunettes d'oranel ou de soleil et sa dignité. Je ne vais pas en poisson pour toi, Laurent. Tu as dit que tu gérais. Tu as dit que tu étais un génie. Ordre. Le juge Beaumont frappa de son maillet. Huissier, placez mademoiselle Fontaine en garde à vue. Alors que l'huissier se dirigeait vers le fond de la pièce, Laurent s'affaissa dans sa chaise. Il regarda ses mains, elles tremblaient de façon incontrôlable. Il était entré dans la salle d'audience multimillionnaire. 10 minutes plus tard, il était sur le point d'être sans le sou. Mais le cauchemar de Laurent Vasseur ne faisait que commencer. Le chaos dans la salle d'audience était une symphonie aux oreilles de Camille. Mais elle resta parfaitement immobile. Elle sentit une main sur son bras. C'était Maître Mercier, son avocat, commis d'office. Camille, murmura-t-il, vous avez bien agi. Elle le regarda. Tout au long de la procédure, Mercier avait été silencieux, presque passif, mais maintenant il y avait une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Donc, comment saviez-vous qu'il fallait demander le report hier ?» lui demanda Camille. « Si nous n'avions pas attendu un jour, le juge n'aurait pas reçu la lettre du cabinet. » Mercier sourit, un petit sourire cryptique. « Disons simplement, Camille, que votre père avait des amis partout, même au bureau des commis d'office. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, le juge Beaumont s'adressa de nouveau au tribunal. « Monsieur Vasseur, puisque la clause de gestion est nulle, la propriété du groupe Logistics Roussel et de tous les actifs subsidiaires revient immédiatement à l'unique bénéficiaire, Madame Camille Roussel. Yaxi, c'est les Tal. » La tête de Laurent se redressa d'un coup. « J'ai voici mon état, vous ne pouvez pas faire ça. Le conseil d'administration ne l'acceptera jamais. J'ai noyauté ce conseil. Ils me répondent. Je pense que vous constaterez... » dit Beaumont en jetant un coup d'œil à un nouveau document que son greffier venait de lui remettre, que le protocole Henri prend également en compte les membres de votre conseil d'administration. Le juge se pencha en avant. Ce tribunal gèle tous les avoirs détenus par Laurent Vasseur avec effet immédiat. Cela inclut les comptes bancaires personnels, les avoirs immobiliers et le portefeuille d'investissement. Vous devez remettre votre passeport à l'huissier. Maintenant. Mon passeport ? Laurent se leva, la panique le rendant irrationnel. « J'ai un voyage d'affaires à Genève ce soir. »« Plus maintenant, vous n'en avez pas, » dit Beaumont, « à moins que vous ne prévoyiez d'y aller à la nage. » Laurent regarda Maître le maître. « Faites quelque chose, réglez ça. » Maître le maître, le renard, commença à ranger son porte-document. Il ne regarda pas Laurent. « Je crains de devoir me récuser de cette affaire, monsieur Vasseur. »« Vous récusez, vous êtes sous contrat. » « Mes honoraires sont payés depuis votre compte personnel, » dit froidement le maître, en fermant d'un coup sec son porte-document, lequel vient juste d'être gelé. Et à en juger par cette vidéo, je dirais que vous allez être inculpé pour grand banditisme et fraude d'entreprise. Je ne fais pas de défense pénale pour les clients indigents. Bonne chance, Laurent. Maître le maître se retourna et sortit de la salle d'audience, laissant son client debout seul à la table en acajou. Laurent regarda frénétiquement autour de lui. Emma était en train d'être dotée de mandutes au fond de la pièce, sanglotant bruyamment. Son avocat était parti. Le juge le regardait comme s'il était une tache sur le sol. Et Camille était debout, elle rassembla son sac à main. Elle regarda Laurent, et pour la première fois en 5 ans, elle ne baissa pas les yeux. Laurent se précipita vers elle, s'arrêtant seulement lorsque l'huissier se plaça en travers de son chemin. « Camille !» plaida-t-il, la voix brisée. « Camille, bébé, écoute, c'était une erreur. Nous pouvons arranger ça, je l'ai fait pour nous. J'essayais de constituer un pécule pour que nous puissions prendre une retraite anticipée. Cette fille, Emma, elle ne signifiait rien. Elle m'a séduit. J'ai été faible, mais je t'aime. » Le désespoir était palpable. C'était pathétique. Camille le regarda. Elle vit la sueur sur sa lèvre supérieure. Elle vit la terreur dans ses yeux et elle réalisa qu'elle ne le détestait pas. Elle avait pitié de lui. Il était un petit homme qui avait emprunté le costume d'un grand homme et maintenant, il se noyait dans le tissu.
Laurent, dit-elle doucement. Oui, l'espoir s'enflamma dans ses yeux. Oui, Camille. La maison en pierre, dit-elle. La maison. Il cligna des yeux. Tu peux la voir, je vais te la céder. Nous pouvons... Non, Camille le coupa. J'allais dire que je change les serrures ce soir. Ne passe pas. Elle se tourna vers Maître Mercier. On y va ? Allons-y, dit Mercier. Alors qu'il descendait l'allée centrale, le son de Laurent hurlant son nom résonnait sur les hauts plafonds. Camille, tu ne peux pas faire ça. C'est moi qui t'ai faite. Tu n'es rien sans moi. Camille, les lourdes portes en chêne se refermèrent derrière eux, Nono coupant sa voix avec un bruit sourd et final très satisfaisant. Dehors dans le couloir, l'air semblait plus pur. Camille prit une profonde inspiration. « Vous allez bien ?» demanda Mercier. « Je ne sais pas, » admit Camille. « Je me sens légère, mais je suis aussi terrifiée. Il a dit qu'il avait noyauté le conseil, il a dit que l'entreprise était vide. Même avec l'entreprise de nouveau à mon nom, s'il a vraiment volé des millions, le groupe Logistics Roussel pourrait être en faillite. » J'émile de la Caral, States Mercier s'arrêta de marcher. Il se tourna vers elle et son attitude changea du tout au tout. Il redressa la colonne vertébrale. L'affaissement du commis d'office surmené disparut. Il avait l'air vif, dangereux et incroyablement compétent. « Camille, dit-il, sa voix différente maintenant, plus ferme. Votre père n'a pas seulement laissé un testament, il a laissé une sécurité intégrée. Vous souvenez-vous d'un homme nommé Bernard Beaumont ?» Camille fronça les sourcils. « Beaumont, comme le juge, son frère. » dit Mercier. Bernard était le responsable de la cybersécurité de votre père. Il a pris sa retraite le jour de la mort de votre père. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mercier sortit un téléphone noir élégant de sa poche. Ce n'était pas le téléphone à clapet bon marché qu'il avait utilisé au tribunal. Laurent pensait qu'il volait de l'argent, dit Mercier en composant un numéro. Mais quand on a affaire à Henri Roussel, on joue selon ses règles. Laurent n'a pas volé d'argent. Il l'a déplacé dans une zone d'attente. Mercier porta le téléphone à son oreille. C'est l'heure. Y a exécuté le protocole Henri. Laurent Vasseur était assis dans la cellule de détention provisoire du tribunal. Il n'était pas encore officiellement en état d'arrestation, mais il était retenu jusqu'à ce qu'il remette son passeport, qui se trouvait actuellement dans un coffre-fort de son appartement de la Presqu'île. Il faisait les 100 pas dans la petite pièce comme un tigre en cage. Réfléchis, Laurent, réfléchis, ce n'était pas fini. Ça ne pouvait pas être fini. Bien sûr, le juge avait gelé ses comptes connus, mais Laurent était plus intelligent qu'eux. Il avait les portefeuilles de crypto-monnaies. Il avait les obligations aux porteurs dans le coffre-fort à Genève. Il avait le sac d'urgence caché dans le conduit d'aération de son bureau. S'il pouvait juste atteindre son bureau, il devait sortir d'ici. Il frappa à la porte. Donc, mon avocat est en route. J'ai des droits. 1 heure plus tard, un avocat junior ébouriffé du cabinet de Lemaître arriva, l'air terrifié. Il arrangea la libération de Laurent à la condition qu'il remette son passeport dans les 24 heures. Laurent sortit du tribunal en courant. Il ne rentra pas chez lui, il est là un taxi. À la tour du groupe Logistics Roussel et roulait vite. Il devait atteindre la salle des serveurs, il devait effacer les disques durs. S'il faisait un audit médico-légal approfondi, il ne trouverait pas seulement un détournement de fonds, il trouverait le blanchiment d'argent qu'il faisait pour le milieu marseillais afin de couvrir ses dettes d'ochigette de jeu. Si cela venait à se savoir, la Pierson serait le cadet de ses soucis. Le milieu ne déposait pas de plainte au tribunal. Le taxi s'arrêta dans un crissement de pneus devant la tour de verre étincelante qu'Henri Roussel avait construite. Laurent jeta une liasse de billets au chauffeur et courut vers les portes tournantes. Il fit irruption dans le hall à bout de souffle. « Monsieur Vasseur !» La réceptionniste, une jeune femme nommée Manon, leva les yeux, surprise. « Pousse-toi, Manon !» aboya Laurent, en passant son badge sur le tourniquet. Bip, bip, bip. Lumière rouge. Accès refusé. Laurent passa à nouveau son badge. Bip, bip, bip. Bon sang. Il donna un coup de pied dans le tourniquet. « Manon, déverrouillez cette porte. Mon badge dysfonctionne. » Manon baissa les yeux vers sa console. Elle tapa quelque chose puis leva les yeux, le visage pâle. « Monsieur Vasseur, le système dit, il dit alerte de sécurité. Intrus. Je suis le PDG. »« Y a une espèce d'idiote » rugit Laurent. « Ouvrez ça. » Soudain, 2 grands hommes en costumes sombres sortirent du bureau de la sécurité. Laurent ne les reconnut pas. Ce n'étaient pas les agents de sécurité habituels qu'il payait au salaire minimum pour dormir au bureau. Ces hommes bougeaient avec une précision militaire. « Laurent Vasseur ?» demanda le plus grand. « Qui êtes-vous ? Sortez de mon bâtiment. »« Ce n'est plus votre bâtiment, monsieur, » dit calmement l'homme. « Je suis avec Citadel Sécurité. Nous avons été engagés par le nouvel actionnaire majoritaire pour sécuriser les lieux. » Nouvel actionnaire majoritaire, c'est ma femme. Elle ne sait pas comment engager des mercenaires. En fait,
résonna une voix depuis le balcon de la mezzanine au-dessus du hall. Laurent leva les yeux. Debout là, le regardant de haut, nous se trouvait un homme que Laurent n'avait pas vu depuis 5 ans. Un homme qu'il pensait être parti dans le sud pour jouer au golf. Bernard Beaumont, l'ancien chef de l'informatique d'Henri Roussel, le frère du juge. « Bonjour Laurent », l'interpella Bernard en s'appuyant sur la rambarde. Il tenait une tablette à la main. « Bernard », Laurent recula d'un pas. « Vous êtes censé être à la retraite. Et vous étiez censé être un mari aimant, » répliqua Bernard. « On n'a pas toujours ce qu'on veut, donc tout choix et Bernard tapota la tablette. Le grand panneau d'affichage numérique du hall, qui montrait habituellement les cours des actions et les actualités de l'entreprise, changea soudainement. Il devint noir, puis des lignes de code vert commencèrent à défiler en cascade sur l'écran. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea Laurent. « Ceci !» dit Bernard, et le protocole Henri. Vous voyez Laurent, Henri savait que vous étiez un requin, mais il savait aussi que vous étiez paresseux. Il savait que vous ne construiriez pas votre propre infrastructure financière, vous utiliseriez celle de l'entreprise. Sur l'écran, une liste de comptes bancaires apparut. Holdings Luxembourg 4A, Coffre Genève 992, Fonds Emma. Le cœur de Laurent s'arrêta, c'était ses comptes secrets. Vous pensiez que vous sortiez de l'argent en cachette ? Expliqua Bernard, sa voix résonnant dans le hall silencieux. Mais chaque fois que vous avez initié un transfert vers une société écran, mon code, intégré profondément dans le noyau du système il y a 5 ans, l'a intercepté. Intercepté, murmura Laurent. Nous avons mis les transactions en miroir, sourit Bernard. Donc, vous avez déplacé de l'argent vers un compte que vous pensiez contrôler. Mais le protocole Henri a en réalité acheminé les fonds vers une fiducie aveugle détenue en main tierce par la Banque de France en attendant l'événement déclencheur. Les Torres qui maranino neon de l'anchilitant Bernard tapota à nouveau la tablette. Sur le grand écran, le solde des comptes secrets de Laurent tomba à 0. Holdings Luxembourg, 0. Coffre Genève, 0. Fonds Emma, 0. Puis une nouvelle ligne apparut en bas, fiducie de recouvrement de la succession Roussel, 48 250 000 €. Vous n'avez pas volé un centime, Laurent, rit Bernard. Vous avez simplement agi comme un gestionnaire de compte d'épargne non rémunéré et très agressif pour Camille. Merci pour votre service. Laurent tomba à genoux, c'était parti. Tout, l'argent pour lequel il avait tout risqué. L'argent pour lequel il avait détruit son mariage. Tout était de retour dans la poche de Camille. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Laurent, martelant le sol en marbre. C'est un piège. Non, dit Bernard, c'est de la planification successorale. Les portes en verre derrière Laurent s'ouvrirent en glissant. Des lumières bleues et rouges clignotèrent contre les murs du hall. Laurent se retourna pour voir 3 officiers de police et 2 agents de la PJ en coupe-vent entrer dans le bâtiment. Ils ne souriaient pas. Laurent Vasseur demanda l'agent principal de la PJ. Laurent regarda les agents, puis leva les yeux vers Bernard, puis vers le tourniquet vide. « Nous avons un mandat pour votre arrestation, dit son nom dit l'agent en sortant ses mains 0 TTE. Les chefs d'accusation incluent la fraude électronique et la fraude en valeur mobilière, et grâce au transfert de données que nous venons de recevoir d'un certain monsieur Bernard Beaumont, le blanchiment d'argent pour le milieu marseillais. » Laurent ne se battit pas, il ne pouvait pas. Ses jambes se dérobèrent. Alors que les bracelets métalliques cliquetaient autour de ses poignets, il réalisa que le sourire narquois qu'il arborait dans la salle d'audience quelques heures auparavant serait le dernier sourire qu'il aurait avant très très longtemps. Mais quelque part de l'autre côté de la ville, dans un atelier d'art silencieux qui sentait la térébenthine et l'espoir, Camille Roussel était juste en train d'attraper un pinceau. 3 mois plus tard, le froid saisonnier de Lyon s'était transformé en un gel hivernal mordant. Mais à l'intérieur de l'aile de sécurité maximale de la PR Rousson de Corba, la température était toujours la même. Froide, stérile et sentant l'eau de javel industriel et le désespoir. Laurent Vasseur était assis derrière l'épaisse cloison en plexiglas. Il avait perdu 10 kilos. Les costumes sur mesure de la rue de la Paix avaient disparu, remplacés par une combinaison orange affaissée qui rendait son teint blafard. Ses cheveux, autrefois parfaitement coiffés, étaient clairsemés et graisseux. Il décrocha le combiné noir du téléphone. Sa main tremblait. De l'autre côté de la vitre était assise Camille. Elle semblait radieuse. Elle portait un manteau en laine cramoisie foncée, ses cheveux lâchés et brillants. Elle ne ressemblait pas à la femme brisée de la salle d'audience. Elle ressemblait à une PDG. « Tu es venu ?» dit Laurent, la voix éraillée. « Je savais que tu viendrais. Tu m'aimes toujours ?» « N'est-ce pas, Camille ? Tu ne peux pas juste effacer 5 ans. » Camille le regarda, son expression indéchiffrable. « Je ne suis pas venu ici parce que je t'aime, Laurent. Je suis venu ici parce que mes avocats m'ont dit que tu refusais de signer les formulaires de décharge définitifs pour la maison, à moins
que je ne te rende visite personnellement, car en élan Kelly, Laurent se pencha en avant, les yeux frénétiques. Je peux t'aider, Camille. L'entreprise, c'est complexe. Tu ne sais pas comment la diriger. Tu es une artiste. Tu as besoin de moi. Laisse tomber les charges. Dis au procureur que c'était un malentendu et je reviendrai en tant que consultant en coulisses. Personne n'a besoin de savoir. Camille soupira. C'était un son de pure exhaustion face à ses illusions. Laurent, dit-elle doucement. Danta, l'entreprise vient de réaliser son trimestre le plus rentable depuis 6 ans. Laurent cligna des yeux. C'est impossible. Qui gère les opérations? Moi, dit Camille. Et j'ai réembauché les gens que tu avais virés, les gens qui savaient réellement ce qu'ils faisaient avant que tu ne les remplaces par tes compagnons de beuverie. Oh, et Bernard Beaumont est sorti de sa retraite. C'est mon nouveau directeur des opérations. Laurent recula comme s'il avait été giflé. Bernard, il déteste les affaires. Il déteste les voleurs, Laurent. Il aime l'entreprise que mon père a construite. Camille fouilla dans son sac et en sortit un journal plié. Elle le pressa contre la vitre. Le gros titre disait « Verdict Vasseur, coupable sur tous les chefs d'accusation ». En dessous se trouvait une photo d'Emma, quittant le tribunal. Elle avait passé un accord en échange de son témoignage contre Laurent concernant le blanchiment d'argent et les connexions avec le milieu. Elle avait été écopée d'une peine avec sursis et d'une lourde amende. Elle avait jeté Laurent au loup sans une seconde d'hésitation. Emma a témoigné pendant 6 heures hier, dit calmement Camille. Elle leur a tout raconté. Comment tu t'es moqué de moi? Comment tu prévoyais de déclarer faillite pour cacher les actifs? Comment tu as falsifié ma signature sur les demandes de prêt? C'est une menteuse, hurla Laurent en frappant du poing contre la vitre. Le garde derrière lui fit un pas en avant. C'est elle qui m'a poussé. C'était son idée. Peu importe de qui venait l'idée, dit Camille en repliant le journal. Tu l'as fait. Liam, tu as brisé la seule règle que mon père t'avait donnée. Tu n'as pas été fidèle, ni à moi, ni à l'héritage. Elle se leva. Signe les papiers, Laurent, ou ne le fais pas. Ça n'a pas d'importance. Le juge a déjà accordé une motion pour contourner ta signature en raison de ton incarcération. Je voulais juste te voir une dernière fois. Pourquoi? Murmura Laurent, des larmes coulant enfin sur ses joues, des larmes d'apitoiement sur lui-même. Pour jubiler? Non, dit Camille. Elle plaça sa main sur la vitre directement au-dessus de la sienne, pour m'assurer que tu étais réel. Pendant longtemps, j'ai pensé que tu étais un monstre sous mon lit. J'étais terrifié par toi. Mais en te voyant maintenant dans cette cage, blâmant tout le monde sauf toi-même, je réalise que tu n'es pas un monstre. Elle se pencha près de la vitre. Gant, tu n'es qu'un petit homme triste qui a tout gâché avec la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. J'ai mis un ornement. Camille raccrocha le téléphone. Elle se retourna et marcha vers les lourdes portes en acier. « Camille !» hurla Laurent, sa voix étouffée par la vitre. « Camille, ne me laisse pas ici. Je ne peux pas survivre ici, Camille. » Elle ne se retourna pas. Elle sortit de la PR son pour se retrouver dans l'air vif de l'hiver où une berline noire l'attendait. Maître Mercier, non, l'avocat d'Henri, attendait près de la porte ouverte. Il ne portait plus son costume usé de commis d'office. Il portait un élégant costume à rayures, bleu marine, qui coûtait le prix d'une petite voiture. « Comment ça s'est passé, Kay ?» demanda Mercier. « J'ai fini, dit Camille. » Elle leva les yeux vers le ciel gris, et pour la première fois depuis une éternité, le soleil perça à travers les nuages. « Allons au bureau. Nous avons une réunion du conseil d'administration et la suite de la direction au 42e étage de la tour du groupe Logistics Roussel avait toujours ressemblé à un musée pour Camille. Sous la direction de son père, c'était un sanctuaire dédié à l'industrie, du chêne massif, des livres reliés en cuir, l'odeur de la fumée de cigares. Sous la direction de Laurent, cela avait été une forteresse froide et stérile de verre et de chrome conçue pour intimider quiconque franchissait la porte. Mais maintenant, 3 mois après le procès, la pièce respirait. Camille se tenait près des baies vitrées, regardant la neige tourbillonner au-dessus du Rhône. Le bureau était différent maintenant. L'art abstrait et stérile pour lequel Laurent avait dépensé des milliers d'euros avait disparu, y est remplacé par des toiles vibrantes et chaotiques. Le propre travail de Camille. L'odeur de vieux cognac était remplacée par l'odeur d'un café serré tout frais et de térébenthine. Elle se retourna vers l'immense bureau. Il était couvert non seulement de rapports financiers, mais aussi de croquis. Là où Laurent voyait des feuilles de calcul, Camille voyait des motifs. Elle avait passé les 90 derniers jours à nettoyer l'entreprise, un audit médico-légal de l'âme de la société. C'était un travail épuisant. Elle avait licencié 3 autres cadres qui avaient été complices des combines de Laurent, renégocié des contrats avec des fournisseurs qui l'avaient aliéné et d'une certaine manière
au milieu du chaos, maintenu le cours de l'action stable. Mais elle était fatiguée. Le syndrome de l'imposteur était un murmure constant à son oreille. « Yang, tu n'es qu'une peintre, disait-il. Tu joues à te déguiser dans le costume de ton père. » Un doux coup à la porte interrompit sa rêverie. « Entrez » appela-t-elle. Maître Mercier entra. L'homme avait subi une transformation aussi spectaculaire que l'entreprise elle-même. Fini le commis d'office froissé et surmené dans son costume en polyester mal ajusté. À sa place se tenait le nouveau conseiller juridique général du groupe Logistics Roussel, portant un élégant costume sur mesure bleu marine qui forçait le respect. Il portait un portfolio en cuir sous un bras et une petite boîte en bois patinée dans ses mains. « Les projections du 4e trimestre sont là, Madame Roussel, » dit Mercier en posant le portfolio sur le bureau. Bernard dit que les chiffres se stabilisent. Le marché a bien réagi à l'annonce du départ de Laurent. « Départ est un mot poli pour désigner une peine de 20 ans, dit sèchement Camille en s'asseyant. Y a-t-il eu des nouvelles de son équipe d'appel? Ils ont déposé une requête ce matin. Elle t'a été rejetée avant midi, dit Mercier avec un léger sourire satisfait. Le juge Beaumont n'aime pas qu'on lui fasse perdre son temps. Laurent reste exactement là où il est. On envoyé, notait. Camille acquiesça, sentant un nœud se desserrer dans sa poitrine. Bien. Et le conseil? Sont-ils prêts pour la réunion stratégique annuelle? Ils attendent dans la salle de conférence. Mais Mercier hésita. Il baissa les yeux vers la boîte en bois dans ses mains. Avant que vous n'entriez là-dedans, Camille, il y a quelque chose que nous devons faire. Quelque chose que votre père m'a fait promettre de retarder jusqu'à ce que la poussière soit complètement retombée. Camille fronça les sourcils. Mon père vous a donné cette boîte il y a 5 ans, dit doucement Mercier, le jour où il a signé la fiducie originale. Il m'a dit, si Laurent s'avère être l'homme que je crains qu'il ne soit, et si Camille survit à la tempête, donnez-lui ceci, mais pas un instant avant qu'elle ne tienne sur ses propres 2 pieds. Il plaça la boîte sur le bureau. Elle était vieille, en bois de cerisier, avec les initiales HR gravées sur le couvercle. À côté, il plaça une enveloppe de couleur crème scellée. Il voulait que vous lisiez la lettre en premier, dit Mercier en reculant pour lui laisser de l'espace. Les mains de Camille tremblèrent légèrement lorsqu'elle attrapa l'enveloppe. Voir l'écriture de son père, saccadée, énergique, familière, provoqua une soudaine montée de larmes dans ses yeux. Elle prit une inspiration, fendit l'enveloppe avec un coupe-papier en argent et déplia le papier. « À ma très chère Camille, si tu lis ceci, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées. Cela signifie que Laurent était un escroc et que je n'étais pas là pour te protéger de lui. Pour cela, je porterai un regret éternel même dans l'au-delà. Mais si tu lis ceci, cela signifie aussi que tu as gagné. Cela signifie que tu t'es battu. Cela signifie que tu es assise dans mon fauteuil, te demandant probablement si tu as ta place ici. » Camille essuya une larme qui tomba sur le sous-main. Il savait, il avait toujours su. « Je sais ce que tu te dis, Camille. Tu te dis que tu n'es qu'une artiste. Tu penses que les affaires anti-Ousmane sont une question de mathématiques et d'agressivité. Tu penses que, parce que tu ressens les choses profondément, tu es faible. Laurent l'a certainement pensé. Il a probablement vu ta gentillesse comme un défaut à exploiter. Laisse-moi te raconter un secret que je n'ai jamais partagé avec personne. Te souviens-tu de l'été de tes 7 ans? Tu avais installé cette table sur le trottoir pour vendre tes peintures à l'aquarelle. Tu les avais fixées à 25 francs. J'ai regardé depuis la fenêtre. Quand Madame Moreau, au bout de la rue, a essayé d'en acheter juste une, tu lui as dit « Non, vous devez acheter ces 3 ensemble. » Elle raconte l'histoire d'un oiseau qui apprend à voler. Si vous les séparez, l'histoire se brise. Tu ne lui as pas seulement vendu les peintures, Camille. Tu lui as vendu la vision. Tu lui as fait une vente incitative. Tu as compris intuitivement que la valeur n'est pas dans la peinture ou le papier. Elle est dans la connexion. C'est ce que fait un PDG. Laurent était un gestionnaire. Les gestionnaires intaqués maintiennent le statu quo. Ils déplacent des piles d'argent d'une pièce à l'autre, mais toi, tu es une créatrice. Tu construis des choses qui n'existaient pas avant. L'art et les affaires sont la même chose, Camille. Ils consistent tous deux à faire naître l'ordre du chaos. Ne laisse pas le monde t'endurcir. Ton empathie est ton radar. Ton imagination est ton plan d'action. Laurent a échoué parce qu'il ne regardait que les chiffres. Tu réussiras parce que tu regardes les gens. Maintenant, ouvre la boîte. Il est temps d'arrêter de réparer les erreurs de Laurent et de commencer à construire ton héritage. Papa. Camille laissa échapper un souffle tremblant, pliant la lettre et la pressant contre son cœur. Une créatrice. Elle avait passé toute sa vie à penser que son art était une distraction par rapport au monde réel des affaires de son père. Il lui disait que c'était sa qualification. Elle tendit la main vers la boîte en bois. Le loquet s'ouvrit avec un lourd bruit métallique. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de certificat d'action. Il y avait une lourde clé en fer rouillé
et un épais carnet de croquis relié en cuir. Camille ouvrit le carnet. Les pages étaient jaunies, remplies de l'écriture de son père et de diagrammes approximatifs. Mais ce n'étaient pas des routes maritimes ou des tableaux logistiques. C'étaient des dessins de moteurs électriques, des croquis de cargos autonomes à énergie solaire, des plans de systèmes ferroviaires à lévitation magnétique à grande vitesse. Le coffre a idée, dit doucement Mercier. Camille leva les yeux. Je m'en souviens, il parlait de la flotte verte quand j'étais adolescente. Tout le monde se moquait de lui. Le conseil lui a dit que c'était trop cher, trop futuriste. Ils lui ont dit de s'en tenir aux camions diesel et à la main-d'œuvre bon marché. Il n'a jamais cessé d'y travailler, dit Mercier. Il a enterré ses plans parce que la technologie n'était pas prête et que le conseil manquait de vision. Il m'a dit, un jour le monde changera et quand ce sera le cas, Camille saura quoi faire de tout ça. Camille passa ses doigts sur un croquis d'un drone de livraison à pile à hydrogène. Il était daté d'il y a 15 ans. Son père avait été un visionnaire, réduit au silence par le pragmatisme d'hommes de moindre envergure. Elle se leva. La fatigue avait disparu. À sa place, une énergie électrique bourdonnante. Le même sentiment qu'elle éprouvait lorsqu'elle fixait une toile vierge et savait exactement ce qu'elle allait peindre. « Où est le coffre ?» demanda Camille en ramassant la lourde clé en fer. « Niveau sous-sol 3, répondit Mercier. Le vieux stockage des archives. Il n'a pas été ouvert depuis une décennie. Allons-y, dit-elle. Et dites à Bernard de nous y retrouver. Ensuite, dites au conseil de s'installer confortablement. Je vais être un peu en retard. 30 minutes plus tard, les doubles portes de la salle de conférence s'ouvrirent à la volée. Les 12 membres du conseil, pour la plupart des hommes plus âgés en costume gris qui avaient survécu à la purge, ils nous levèrent les yeux. Ils s'attendaient à des excuses pour le retard. Ils s'attendaient à une femme hésitante lisant une déclaration préparée. Ce qu'ils virent fut Camille Roussel portant une boîte en fer rouillé et une pile de papier jauni, flanquée de Bernard Beaumont et de Maître Mercier. Camille ne s'assit pas en bout de table. Elle passa devant et se dirigea droit vers le tableau blanc. Elle prit un marqueur. « Bonjour », dit-elle, sa voix claire et portant jusqu'au fond de la pièce. Au cours des 5 dernières années, cette entreprise a fonctionné en mode survie. Nous avons réduit les coûts, caché les pertes et dérivé. Yatouille. Elle déboucha le marqueur. Laurent Vasseur traitait le groupe Logistics Roussel comme une tirelire, continua-t-elle en traçant une ligne nette sur le tableau. Il pensait que le but de cette entreprise était d'extraire de la richesse. Il avait tort. Le but de cette entreprise est de faire bouger le monde. Elle scotcha l'un des vieux croquis de son père sur le tableau blanc, le design de la flotte autonome électrique. « Mon père a dessiné cela en 2005, » dit Camille. Les membres du conseil plissèrent les yeux, murmurant. Il a vu un avenir où la logistique ne consistait pas seulement à déplacer des boîtes, mais à le faire de manière plus propre, plus rapide et plus intelligente. Il a été arrêté par la peur. Il a été arrêté par des gens qui disaient que cela coûtait trop cher. Elle se tourna pour leur faire face, ses yeux fixés sur le président, Monsieur le Roi, qui avait été le plus grand facilitateur de Laurent. « Nous avons passé les 3 derniers mois à nettoyer le passé », déclara Camille. « Aujourd'hui, nous commençons à construire l'avenir. À compter de ce matin, je lance le projet Henri. Nous liquidons l'ancienne flotte diesel. Nous investissons les fonds récupérés, chaque centime que nous avons repris des comptes offshore de Laurent, dans la modernisation de notre infrastructure. » Camille, bredouilla le président le Roi. Liquider la flotte, c'est un su ou un cid. L'action va s'effondrer. L'action s'effondrera si nous restons un dinosaure à l'ère numérique, rétorqua Camille. Nous ne sommes plus une entreprise de camionnage, messieurs. Nous sommes une entreprise technologique spécialisée dans le mouvement. Elle regarda Bernard. Monsieur Beaumont a déjà fait tourner les modèles de faisabilité. La transition prendra 5 ans. Ce sera dur, ce sera cher, mais d'ici 2030, nous serons le seul géant de la logistique neutre en carbone de l'hémisphère. La pièce était silencieuse, ils étaient abasourdis. Ce n'était pas la femme douce et en pleurs de l'audience de divorce, c'était la fille d'Henri Roussel. « Je suis une artiste », dit Camille, sa voix tombant à un murmure qui commandait une attention totale. Et un artiste sait que vous ne pouvez pas créer un chef-d'œuvre si vous avez peur de vous salir les mains. Nous allons peindre un nouveau tableau pour cette industrie. Elle claqua le marqueur sur la table. « Étiez-vous avec moi ou dois-je accepter vos démissions tout de suite ?» Bernard Beaumont sourit, une expression authentique et rare. Mercier hocha lentement la tête, un par un. Les membres du conseil hochèrent la tête. Monsieur le Roi regarda le croquis sur le tableau, puis Camille. Et qu'il ferma son dossier.
Je suis avec vous, Madame Roussel Zonamazan, dit-il. Plus tard dans la soirée, le bureau était à nouveau silencieux. Le soleil s'était couché et les lumières de la ville de Lyon scintillaient en contrebas comme un champ d'étoiles électriques. Camille fit son sac. Elle mit la lettre jaunie de son père dans son sac à main. Elle marcha jusqu'à la porte mais s'arrêta à l'interrupteur. Elle regarda la pièce. Ce n'était plus une cage, c'était un atelier. Elle sortit son téléphone et composa un numéro. « Allô ?» répondit une voix. C'était Antoine, le galeriste qui avait représenté ces petites expositions d'art passées inaperçues des années auparavant. « Salut Antoine » dit Camille, « c'est Camille Roussel. »« Camille, mon Dieu, j'ai vu les nouvelles. Est-ce que tu vas bien ?»« Je vais mieux que bien. » Yanan, sourit-elle. « J'appelle parce que j'ai une nouvelle collection que je veux lancer. Ça s'appelle l'art de la guerre. Des toiles à grande échelle, des thèmes industriels, de la feuille d'or et du fer. Ça a l'air différent pour toi, dit Antoine. Quand peux-tu commencer à peindre ? Camille regarda les plans sur son bureau. J'ai déjà commencé, dit-elle. À bientôt, Antoine. Elle éteignit les lumières, laissant le bureau dans l'obscurité, à l'exception de la lueur de la ville qu'elle aidait désormais à maintenir en mouvement. Camille Roussel marcha vers l'ascenseur, le cliquetis de ses talons résonnant comme un marteau frappant une enclume, stable, forte, et construisant quelque chose qui durerait éternellement. Et c'est ainsi que Camille Roussel a transformé son moment le plus sombre en son plus grand chef-d'œuvre. Laurent n'a pas seulement perdu l'argent, il a perdu la chance de faire partie d'un héritage qui était bien plus grand que sa cupidité. Il a pourri dans une cellule pendant que Camille construisait l'avenir, prouvant que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'on peut voler. Il réside dans ce que l'on peut créer. Cette histoire nous rappelle que parfois les personnes qui nous sous-estiment nous donnent en réalité le carburant dont nous avons besoin pour briller plus fort qu'elles ne le pourraient jamais. Qu'en pensez-vous ? La décision de Camille de réorienter l'entreprise était-elle trop risquée ? Ou était-ce exactement ce que son père aurait voulu? Et si vous trouviez un testament caché qui changeait votre vie, qu'espéreriez-vous qu'il dise? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette saga de trahison et de rédemption, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et rappelez-vous, ne signez jamais les papiers avant d'avoir lu les petits caractères.